Li, una joven de 25 anneaux, tenia el pelo largo y rasgo delicado, pero ansiojo sabia un rastro de tristeza que parecía seguirla a donde quiera que fura. Criada en la pobreza, sin la mort de su padre, había aprendido a valer por sí misma des la tierna idead de 16 anneaux. Trabajaba en un pequeño restaurant en la safura de la ciudad, un lugar humilde frecuentado por trabajador esforzado y cliente solitario de mediana edad. Una tarde, mientras li estaba sirviendo plato a los clientes, entró a hombre mayor. Era el senorme, una figura digna cuyo aspecto contrastaba marcadamente con el ambiente modesto del restaurant. Levaba el pelo blanco como la nieve y estaba perfectamente peinado, y vestía un traje caro que parecía fuera de lugar en un entorno sin pretensión. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él, incluida la de Li. Eligió una mesa pequeña cerca de la ventana, con una mirada serena pero tenida de una sutil melancolia. Cuando Li se acercó para tomar su pedido, el senorme la observó como si la conociera desde hacía años. Señorita, ¿cómo se llama? Preguntó con una voz cálida pero con un air de misterio. Me llamo Li, respondió ella, sintiendo un poco incómoda bajo su mirada penetrante. ¿Qué desea, senor? Añadió rapidamente. La même senorme dijo con una leve sonrisa. Tomaré un tazón de pho y una taza de té caliente. Durant toda la comida, el senorme observó de cerca a Li. Observó cómo interactuaba con los clientes, a pesar de su evidente cansancio, siempre saludaba a todo con un comportamiento alegre. Esto despertó en él una creciente curiosidad por la joven. Después de terminar su comida, sacó una lujosa billetera y colocó una suma de dinero que era el doble del costo de su comida sobre la mesa. El resto es para ti, gracias por tu dedicación, dijo. Li dudó en aceptar, pero el senorme sonrió suavement y se fut sin decir una palabra más. En los días siguientes, el senorme siguió visitando el restaurant. Cada vez elegía un asiento cerca de la ventana. Poco a poco, él y Li comenzaron a conversar con más frecuencia. Li sintió calidez en el senorme, un hombre que parecía solitario pero sabio, con una vida llena de experiencia. Le contó sobre su pasado, una vez un empresario exitoso que había construido su carrera desde cero, pero nunca tuvo una familia a su lado. Una tarde, cuando el restaurant estaba a punto de cerrar, el senorme llamó a Li y le preguntó inesperadamente, Li, ¿cree en el destino? Sorprendida por la pregunta, Li lo miró, sin saber cómo responder. No me queda mucho tiempo, continuó el senorme. Pero estoy buscando a alguien que pueda quedarse conmigo, cuidarme en mi ano restante. Siento que tu a quien he estado buscando. Su propuesta dejó atonita a Li. Al principio, pensó que estaba bromeando, pero cuando vio la seriedad en sus ojos, se dio cuenta de que no era así. Esa noche, Li se revolvió en la cama, pensando a toda velocidad. A fura, la lluvia caía suavemente, su sonido rítmico se mezclaba con su mente inquieta. Li no podía negar que esta podría ser una oportunidad para escapar de su difícil vida, pero lo que la hizo considerar su oferta no fue la ganancia material, sino la soledad en los ojos del senorme, un sentimiento que ella entendía muy bien. Al final, asintió con la cabeza en señal de acuerdo con su inesperada propuesta. La boda se celebró rápidamente, sin ningún tipo de fanfarria. Solo asistieron alguno conocido del senorme, y las mirada curiosa de los vecinos se demoraron mientras ella caminaba hacia el altar. Li lució un sencillo pero elegante vestido de novia, y comenzó una nueva vida al lado de su marido, mucho mayor y rico, que era casi 50 años mayor que ella. Sin embargo, desde el momento en que Li entró en la mansión del senorme, sintió que algo no iba bien. No era solo la inmensidad de la casa ni las miradas extrañas de los sirvientes, sino que una escalofriante sensación de misterio parecía flotar en el air. La miraban con una mezcla de lástima y preocupación, como si supieran algo que ella desconocía. En su primer día en la mansión, Li se sintió abrumada por su opulencia. La casa se encontraba en la cima de una pequeña colina, lejos del vecindario más cercano, rodeada de árboles imponentes. El exterior estaba adornado con mármol reluciente, mientras que en el interior, la decoración era clásica y lujosa. Una lámpara de jarana de cristal colgaba del techo,
proyectando dell'imbrante reflejo de luz sobre la gran sala de estar como un retrato de riqueza y extravagancia. Sin embargo, a pesar de la abundancia de comodidad, la casa se sentía fría y poco acogedora, como si albergara un secreto inquietante en cada rincón y pasillo. A medida que li comenzó a adaptarse a su nueva vida, el ser. Mais le impuso varia regla peculiar. Tenía prohibido entrar en una habitación del segundo piso al final del pasillo, no se le permitía preguntar sobre su pasado, especialmente sobre su ex-esposa, y todas las noches tenía que cerrar con la puerta de su dormitorio y no salir de la habitación de las 6 heures du matin. Aunque esta regla la confundió, li decidió no cuestionarla en un esfuerzo por mantener la armonía. Pero su curiosidad comenzó a crecer, especialmente en relación con la habitación prohibida en el segundo piso. Después de solo un día, li se dio cuenta de que la mansión no era tan tranquila como parecía. Todas las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, comenzó a escuchar ruido extraño que provenía del segundo piso, paso débil, el sonido de una ventana que crujía y, a veces, susurró, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Una noche de insomnio, li abrió la puerta de su dormitorio en silencio y salió al pasillo. El air frío le provocó un escalofrío. Elle bientôt au là-bas à travers de las ventanas, el eau que contribuía a la atmósfera inquietante. Se deslizó hacia la escalera que conducía al segundo piso, pero cuando llegó a el alto de las escaleras, oyó la voz del sonor que la llamaba desde abajo. Li, ¿qué haces aquí a esta hora? Su tono severo la sobresaltó y rápidamente se dio la vuelta. El sonor se encontraba al pie de la escalera, con expression fría, anxiojos reflejando un claro desagrado. No podía dormir, así que iba a buscar un poco de agua balbuceó li, retirando a su habitación. No me haga recordártelo otra vez dijo bruscamente. Li sintió una creciente inquietud, pero no se atrevió a desafiarlo y regresó en silencio a su habitación. En los días siguientes, li empezó a percibir un comportamiento más extraño, no solo por parte del sonor sino también del personal de la casa. A menudo la miraban con lastima, como si quisieran decir algo pero tuvieran miedo. Una mañana, mientras li estaba desayunando en la cocina, la anciana ama de lave, la sonora duyen, se acercó en silencio y le susurró, ten cuidado, jovencita. Esta casa no es tan sencilla como parece. Desconcertada, li preguntó, ¿qué quiere decir? La sonora duyen negó con la cabeza, su labio apenas se movieron mientras murmuraba, no dejes que la curiosidad si tu perdición. Su críptica palabra solo profundizaron la inquietud de li, y un trato de preguntar más, la sonora duyen se quedó en silencio y se apresuró a irse, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Li a essayé une fois de quitter la villa, mais Monsieur May ne l'a pas autorisé. La nuit de sa mort, un cri pitoyable retentit alors que Li se précipitait. La scène devant ses yeux la rendait froide, elle gisait immobile sur le sol, et Monsieur May se tenait là, les yeux froids, pas le moins du monde ému. Tout ce que Li ressentait, c'était un danger terrifiant qui envahissait la maison. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était entrée dans un endroit plein de tels dangers. Le lendemain matin, après mûre réflexion, Li décida de quitter cette villa. Elle a rapidement fait ses bagages et préparé sa fuite. Cependant, alors qu'il se précipitait pour le faire, Monsieur May est soudainement revenu plus tôt que prévu. En voyant ses bagages, il la reconnut immédiatement et lui demanda d'une voix grave et puissante, « Où vas-tu » Le son de ces mots semblait exercer une pression, rendant Li encore plus menaçant dans les airs. « Je pense que je ne peux pas m'intégrer dans la vie ici », balbutia Li en réponse, essayant de garder son sang-froid même si son cœur battait à tout rompre. Monsieur May s'approcha d'elle, ses yeux comme un couteau froid, plein de menaces. « Elle t'a donné tout ce que tu avais, et maintenant tu vas partir » demanda-t-il, sa voix semblait pénétrer l'esprit de Li. Un sentiment de peur l'envahit, mais Li ne put que baisser la tête, ne sachant pas comment réagir. Monsieur May la regardait attentivement puis a soudainement souri faiblement, son ton froid a résonné, « Ne soyez pas stupide. Si vous partez d'ici, vous ne trouverez jamais la paix. » Li sentit une menace évidente dans ses paroles, mais ce qui la troubla le plus furent ces paroles mystérieuses, « Tu n'es pas la première personne à vouloir partir, mais souviens-toi qu'aucun d'entre eux ne peut aller loin. » Après le départ de Monsieur May, Li a décidé de rouvrir le journal qu'elle avait trouvé, en particulier les pages vers la fin qu'elle n'avait jamais lues.
Lorsqu'elle ouvrit une fine page, elle découvrit soudain une lettre cachée écrite à la hâte. Le contenu de la lettre l'a stupéfiée, pour la personne qui a trouvé cette lettre, mais n'est pas celui qu'il prétend être. Il s'est approprié cette propriété de ma famille. Si vous lisez cette lettre, veuillez le signaler à la police. Ne laissez-le blesser quelqu'un d'autre. Lee a été choqué de réaliser que Monsieur May n'était pas le véritable propriétaire de la villa et de cette propriété. Tout ce qu'il possède est le résultat d'une appropriation, peut-être d'une volonté. Tenant la lettre à la main, Lee savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Cette découverte l'a rendue encore plus consciente du niveau de danger de Monsieur May. La peur monta dans son cœur, mais elle comprit aussi que si elle voulait quitter cette maison en toute sécurité, elle devait agir. Alors que Lee faisait tranquillement ses bagages, sans même s'en rendre compte, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Monsieur May est apparu, debout tranquillement dans l'embrasure de la porte, ses yeux comme des couteaux tranchants, ses lèvres retroussées en un sourire froid. « Que as-tu trouvé, Lee ?» Sa voix était douce mais pleine de menaces. Lee sentit ses jambes se raidir, mais elle essaya quand même de rester calme. « Je n'ai rien trouvé. Je me sentais juste mal à l'aise et je voulais rentrer chez moi pendant un moment, a-t-elle répondu. Monsieur May est entré dans la pièce et a fermé la porte avec force. L'air de la pièce semblait devenir lourd et étouffant. « Pensez-vous que je ne sais pas que vous avez fouillé cette pièce ?» demanda-t-il, sa voix si grave qu'elle semblait briser toute paix. « Tu as lu son journal, n'est-ce pas ?» Lee avala sa salive, incapable de le nier. Elle décida de prendre le risque et répondit franchement, « Oui, je l'ai lu, et je sais que vous n'êtes pas une aussi bonne personne que vous le dites. Je connais la vérité sur sa mort et toute cette fortune. » Le visage de Monsieur May a soudainement changé de couleur, son sourire a disparu, remplacé par des yeux en colère. Il s'approcha, son visage devint froid comme de la pierre. « Et alors ? Tu penses que tu peux partir d'ici sans conséquence ?» Ses yeux semblaient brûler tous les espoirs de Lee. Cependant, sous la pression des paroles de Monsieur May, il s'est soudainement assis sur la chaise, a soupiré et a commencé à ouvrir son cœur. « Tu as raison, je ne suis pas un bon mari, mais je ne l'ai pas tué comme tu le penses. » Lee était stupéfait, incapable de croire ce que Monsieur May venait de dire. Alors pourquoi a-t-elle écrit ces choses dans son journal? Pourquoi s'est-elle sentie menacée? Demanda-t-elle, ses yeux toujours cherchants, ne comprenant pas toutes les significations cachées de l'histoire. Monsieur May a retroussé ses lèvres et a souri froidement. Elle était faible. Elle ne supportait pas le fait que j'étais décisif, que je contrôlais tout dans sa vie. Mais elle a mis fin à ses jours. Je ne l'ai tout simplement pas arrêtée. Les paroles de Monsieur May firent frissonner Lee. Et cette fortune? La lettre dit que vous l'avez prise à sa famille, ne put-elle s'empêcher de se méfier. Monsieur May pencha légèrement la tête, souriant de manière significative. Lee, tu es trop naïf. Dans ce monde, le fort gagne et le faible perd. J'ai juste fait ce qu'il fallait pour survivre et devenir le meilleur. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Lee comprit qu'elle ne parvenait plus à convaincre Monsieur May. Elle décide de profiter de cette opportunité pour trouver un moyen de s'échapper. Elle a rapidement fourré le journal et la lettre dans son sac, réalisant que c'était la seule preuve pouvant incriminer Monsieur May. La nuit, Lee faisait semblant de se coucher tôt mais préparait en fait secrètement un plan pour s'échapper. Cependant, lorsqu'elle a essayé de sortir par la fenêtre du deuxième étage avec une corde attachée à un drap, le bruit des aboiements de chiens a résonné, faisant savoir à Lee qu'elle avait été découverte. Les lumières de la maison se sont allumées et en un clin d'œil, Monsieur May est apparu, tenant un bâton en bois à la main, ses yeux sinistres la regardant droit dans les yeux. « Pensez-vous que vous pouvez vous échapper ? Je vous l'ai dit, personne ne sort d'ici sans ma permission, » a crié Monsieur May, la voix pleine de menaces. Lee a paniqué et a couru à travers le jardin sombre, un sentiment de peur lui envahissant le cœur. Elle a entendu les pas de Monsieur May qui la poursuivait, ainsi que les aboiements retentissants des chiens. Dans sa panique, elle a trébuché sur une racine d'arbre et est tombée au sol. En essayant de se lever, Lee vit que Monsieur May était juste derrière lui, sa voix résonnait d'une manière menaçante, « Arrête, Lee. » Elle n'en pouvait plus, se retourna et dit d'un ton décisif, « Tu ne pourras pas cacher la vérité pour toujours, je te dénoncerai. » Mais à ce moment-là, la lumière de la lampe de poche du portail de la villa a éclairé Monsieur May et Lee a vu un groupe de policiers s'approcher.
le principal officier de police a pris la parole. « Monsieur May, nous avons reçu des informations sur l'appropriation immobilière et le décès de votre femme. Vous devrez nous suivre au quartier général pour clarifier. » Monsieur May était abasourdi et regardait Lee avec des yeux indignés. « Vous avez appelé la police? Pourquoi pensez-vous qu'ils peuvent vous protéger de moi? » rugit-il. Cependant, le policier s'est approché et l'a rapidement menotté avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre. Lee s'effondra au sol, un sentiment de soulagement se répandant lorsqu'elle réalisa qu'elle était en sécurité. La police a emmené Monsieur May et Lee leur a donné le journal et la lettre qu'elle avait trouvée. Un policier l'a remercié en disant « Ce que vous avez fait nous a aidé à résoudre une affaire importante, mais nous avons besoin que vous fournissiez plus d'informations. » Lee a accepté de coopérer. Même si elle était hors de danger, l'image et les menaces de Monsieur May continuaient de hanter Lee. Elle sait que cette guerre n'est pas terminée et que d'autres terribles secrets attendent encore d'être révélés. Une fois l'incident calmé, Lee est retournée dans sa petite chambre dans la pension pauvre où elle vivait avant de se marier. Les jours passés à vivre dans une luxueuse villa ne sont plus qu'un souvenir obsédant, comme un cauchemar sans fin. Lee a pris le temps de réfléchir à tout, s'arrêtant pour se donner une chance de mieux comprendre les événements qui s'étaient produits. Elle a commencé à en apprendre davantage sur la vie de Monsieur May, ainsi que sur la famille de son ex-femme, grâce aux documents fournis par la police. Plus elle creusait, plus elle était surprise de découvrir que l'ancienne épouse de Monsieur May n'était pas seulement une femme de la classe supérieure, mais aussi l'unique héritière d'une société géante. Après sa mort, tous ses biens ont été transférés à Monsieur May, par le biais d'un testament que la police soupçonne désormais d'être faux. Cette vérité a stupéfié Lee et ne pouvait s'empêcher de remettre en question les véritables motivations de Monsieur May. Quelques semaines plus tard, Lee a été citée à comparaître comme témoin au procès de Monsieur May. Lorsqu'elle lui faisait face, elle ne voyait plus l'homme puissant, froid et effrayant comme avant. Au lieu de cela, Monsieur May avait maintenant l'air hagard et maigre, avec des yeux pleins de haine et d'hostilité lorsqu'il la regardait. Pendant ce temps, l'avocat de Lee a présenté des preuves importantes qu'elle a trouvées dans la pièce interdite, notamment un journal et une lettre révélant de nombreux secrets. En particulier, après l'enquête, la police a vérifié que la volonté de transfert d'actifs de l'épouse décédée était en fait fausse, ainsi que le témoignage de Madame Duyen et des anciens employés de la villa, ce qui a fait que Monsieur May ne pouvait pas le nier. À la fin du procès, au lieu de montrer des remords ou de s'excuser, Monsieur May a simplement regardé Lee directement et a dit méchamment « Je t'ai tout donné, mais tu m'as trahi. Tu devras en payer le prix. Lee, tu ne le feras jamais. Soyez heureux. » Ces paroles malveillantes firent frissonner Lee, mais elle n'éprouvait aucun remords pour ce qu'elle avait fait. Elle sait que mettre Monsieur May en lumière n'est pas seulement un acte pour réclamer justice pour sa défunte épouse, mais aussi le seul moyen de se protéger des complots maléfiques. Immédiatement après le procès, Lee a reçu un colis de la police. C'était un document secret qu'ils ont trouvé dans le coffre-fort secret de Monsieur May, contenant une vérité surprenante. Des documents révèlent que Lee est la nièce biologique de la défunte épouse de Monsieur May. En conséquence, la mère de Lee était sa sœur cadette, mais elle était perdue depuis qu'elle était enfant. Cela explique pourquoi Lee ignorait son lien de sang avec la riche famille. Après le décès de sa femme, Monsieur May a délibérément caché ce lien pour usurper tous ses biens. Lorsque Lee réalisa que tout ce que possédait Monsieur May aurait dû appartenir à sa famille, elle ne put s'empêcher d'être choquée. Les énormes biens que Monsieur May avait saisis lui appartenaient désormais, non seulement en raison d'un héritage légal, mais aussi parce qu'elle était la seule à avoir le droit de les récupérer. Avec l'aide d'avocats et de policiers, Lee a commencé à récupérer progressivement les biens qui lui avaient été appropriés. Cependant, l'argent et la richesse ne peuvent pas changer qui elle est. Lee a décidé d'utiliser la plupart de ses biens à des fins caritatives, en aidant les personnes dans des circonstances difficiles, en particulier les femmes et les orphelins, des personnes qui ont enduré les mêmes souffrances qu'elle. La villa de Monsieur May, qui abrite des souvenirs douloureux, a été transformée par Lee en une maison de charité qui offre un abri et un soutien aux femmes victimes de violences et d'abus. Un matin, alors que Lee se tenait dans le jardin verdoyant de la maison de charité, Madame Duyen, la vieille gouvernante, vint lui rendre visite. Elle sourit doucement, les yeux remplis de fierté. « Vous avez fait ce que l'ancienne épouse de Monsieur May ne pouvait pas faire. Vous avez non seulement exigé justice pour elle, mais vous avez également transformé la douleur en espoir pour beaucoup d'autres, » a-t-elle déclaré, la voix étouffée par l'émotion. Lee lui rendit son sourire, les yeux pleins de détermination et d'espoir.
Je ne veux plus vivre dans le passé. Je veux passer le reste de ma vie à faire des choses significatives, a-t-elle déclaré, ses yeux suivant le ciel bleu clair devant elle. Elle a ressenti un véritable sentiment de liberté et de paix, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Bien que son mariage avec Monsieur May ait commencé dans la peur et le mystère, il l'a conduite vers un nouveau chemin, où elle a trouvé la vraie valeur et le sens de la vie. L'histoire de Lee n'est pas seulement un avertissement contre l'ambition, le contrôle et l'avidité insatiable, mais aussi un témoignage vivant du pouvoir du courage, de la résilience et de l'honnêteté. Elle a gagné non seulement la bataille juridique, mais aussi la bataille interne, de victime à source d'inspiration pour bien d'autres.